Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'alternateur. Donc avant de parler de l'alternateur, il va falloir que l'on parle des phénomènes physiques qui y sont associés. Alors, on va parler donc au niveau physique, de trois phénomènes. Le premier, le magnétisme. Le deuxième, ça va être l'électromagnétisme. J'écris toujours aussi bien. Et le troisième, ça sera l'induction électromagnétique. Alors, le magnétisme, c'est un phénomène qu'on a identifié, qui est lié donc à la structure de la matière. Par exemple, je prends un aimant, donc avec un nord et un sud. On va voir apparaître des lignes de champ du nord vers le sud, d'accord, hop, qui vont aller dans ce sens-là. Plus les lignes de champ sont rapprochées, plus le champ est fort. Alors avant déjà de parler, le magnétisme, c'est représenté par un vecteur. Donc pour les cours de première, vous devez vous souvenir que le champ magnétique c'est un champ vectoriel, donc avec un vecteur qui dans tout point d'espace peut être représenté par un vecteur B, d'accord. Hop, on a la direction, le sens. Ok, et plus les lignes de champ se resserrent, donc c'est-à-dire juste en sortie de l'aimant ou à l'intérieur de l'aimant, c'est là où le champ est plus fort. Ok. Alors ça, c'est un phénomène naturel. La Terre est aussi un gros aimant. C'est un phénomène naturel qui se produit donc, au niveau de la matière. L'électromagnétisme, c'est un autre phénomène. C'est notre ami Ørsted qui l'a mis en évidence. Donc il avait un câble ici, il a fait passer un courant I, et il s'est aperçu que lorsqu'on faisait passer un courant, donc un déplacement d'électrons, ça générait un champ magnétique. Bon, il a fait comment? Il a mis une boussole, il a vu que quand il mettait le courant, la boussole a bougé, donc forcément, il y avait la présence d'un champ magnétique. Et quand il a retiré le courant, la boussole revenait à indiquer le nord terrestre. Donc il a dit, ah, mon avis, le fait de faire passer des électrons, ça génère un champ magnétique. Alors du coup, il a dit, si ça génère un champ magnétique, ça fait un aimant. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'électromagnétisme, puisque donc le fait de faire passer un courant dans un fil de cuivre par exemple, ça génère un champ magnétique. Et du coup, ça fait un très gros aimant qui va fonctionner lorsqu'il y a du courant et pas fonctionner quand il n'y a pas de courant. Alors j'ai l'habitude de rappeler, par exemple, vous vous souvenez dans les casses, vous voyez dans les films, les casses, les gros aimants qui viennent sur les voitures, ils mettent le courant, paf, ça colle, ils prennent la voiture, ils la déplacent, ils la posent, tac, ils coupent le courant, ils peuvent retirer l'électroaimant. Donc souvent c'est représenté par une bobine, vous voyez, plus je vais avoir de spires de bobine, plus potentiellement mon champ va être important. Donc ça veut dire que si j'ai un champ ici, je vais générer un champ B parallèle à mon déplacement de courant. Et donc du coup, on va avoir un champ magnétique qui va apparaître. Et l'induction électromagnétique, alors c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est Faraday qui a dit, tiens, avec ce qu'a fait Ørsted, je vais tester, je vais faire déplacer, donc du coup, alors grossièrement, il avait donc une bobine ici, tac, 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 tac. Il avait une autre petite bobine qui était alimentée et qu'il a déplacée. Et il s'est aperçu de quoi? Il s'est aperçu que le fait de faire varier son champ magnétique, donc il crée du courant, un déplacement d'électrons. D'accord? On va dire plutôt ça. Après, on peut s'en douter, hein, des électrons, c'est une charge négative. Vous avez une variation de champ, les électrons ils se déplacent et quand on se déplace, on fait du courant. Donc c'est souvent, lorsque j'explique, je prends un tuyau, ça fait penser au dessin animé, là, il était une fois la science. Donc ici vous avez des petits électrons, là, ici qui se baladent. Et le fait d'avoir un champ B, mes électrons ils vont se déplacer. Déplacement d'électrons, création de courant. Donc là ici, je vais faire déplacer ma bobine ou mon aimant. Hein. Là, je prends un exemple ici. Vous avez dû voir en TP, je vais déplacer un aimant. Du coup, il y a une variation parce que vous voyez, plus je vais rapprocher mon aimant, plus mes lignes vont se resserrer. Vous voyez, plus je rapproche mon aimant
mon aimant, c'est qu'il y a des signes de champ qui font ça. Bah, plus je rapproche le centre, et donc plus ça va être concentré, donc plus mon champ va augmenter. Et dans un sens, j'augmente, dans mon autre sens, je diminue. Ce qui fait donc créer du courant électrique. Et notre ami. Et l'alternateur, il est basé sur ce principe-là. Il va y avoir donc, il va donc être basé de cette façon-ci. Donc simplement, je vais donc effacer ça. Simplement, il marche comment? Bah, vous allez avoir une grosse bobine et un aimant qui va tourner à l'intérieur. Bah, l'aimant, quand il tourne, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, j'imagine une grosse bobine, d'accord, hop, statique, hop, avec ici, que l'on va l'appeler ici stator, normal, statique. Ici, vous imaginez, bon là, je grossièrement, très très grossièrement, un aimant, donc on va le mettre au milieu, hop, nord, sud, donc qui lui va tourner. Et ben le fait de tourner, ça va générer un champ magnétique, et donc du coup, création d'un courant I, et donc d'une différence de potentiel. Alors, j'aime bien rappeler donc création de courant. Donc, on a dit que le courant, c'est un déplacement d'électrons, et ne pas oublier que la tension, qu'on aura donc aux bandes de la bobine, c'est une différence de potentiel, d'accord? Vu que tous les électrons ils se baladent par là, donc du coup, la charge va être différente entre les deux brins, et donc du coup, on aura la création d'un potentiel, d'accord? D'une différence de potentiel. Ok, donc c'est comme ça qu'on génère du courant, et c'est comme ça que fonctionne un alternateur. Le moteur, lui, il fonctionne d'une façon opposée, c'est-à-dire que vous avez imaginé ici un aimant qui est sur un axe, donc pareil nord-sud, et donc vous allez faire tourner un champ magnétique autour de lui, et ben qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire tourner l'aimant, puisque si je fais tourner un champ magnétique via une bobine, via des bobines plutôt, ben, qu'est-ce qui se passe? Mon aimant il va suivre. Si par exemple mon champ magnétique, le sud, il se balade, et le nord, il se balade comme ça, ben, vous allez voir que le moteur, il va tourner. Ok? Donc le moteur fonctionne grâce à l'électromagnétisme, l'alternateur fonctionne grâce à l'induction électromagnétique. C'est pour ça que ces deux appareils sont souvent couplés. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, on a vu quoi? On a eu l'alternateur ici. Ici. A besoin d'une énergie mécanique. D'accord? Pour transformer en énergie électrique. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a deux énergies ici, on peut définir un rendement. Un rendement, c'est quoi? Un rendement, alors, c'est quoi? C'est ce qui sort sur ce qui entre. D'accord? Donc, c'est pas forcément de l'énergie, de la puissance, ce qu'on veut. Hein. On peut parler de rendement d'un élève entre un qui travaille beaucoup et qui a. Non, plutôt ici, qui travaille beaucoup et qui a de mauvaises notes ou des notes moyennes, et quelqu'un qui travaille très peu et qui a très bonnes notes. Donc le rendement, ça ne sera pas le même. D'accord? Donc un rendement, c'est ce qui rentre par ce qui sort. Donc du coup, ça sera soit l'énergie ou en puissance, ça sera la puissance électrique divisée par la puissance mécanique. D'accord? Alors, les caractéristiques de ce rendement-là, du rendement, pas de ce rendement-là. La caractéristique du rendement, c'est qu'il sera toujours inférieur. Alors, dans la réalité, strictement à 1 et supérieur à 0, parce que si j'ai un rendement de 0, je ne vais pas faire grand-chose. D'accord? Donc, il est égal à 1 quand c'est idéal. Et le fait qu'il ne soit pas égal à 1, c'est qu'on a, et on aura, toujours des pertes ici, qui sont souvent liées au frottement, à la conversion, et c'est souvent des pertes thermiques. D'accord? C'est-à-dire qu'elles sont, caractérisées par de la chaleur. Ok? Vous voyez par exemple si vous avez un moteur qui tourne mais qui n'a pas un bon roulement, bah, ça va frotter, et si ça frotte, ça va faire de la chaleur. D'accord? Alors, ici on a défini un rendement. Donc, on a mis en évidence, grâce à l'alternateur, au système de conversion d'énergie.
Alors, la conversion, pourquoi donc je le dis tout le temps, pourquoi on parle de conversion en électricité, c'est que l'électricité, on n'en trouve pas dans la nature. Donc si on en veut, il faut la fabriquer. Et pour la fabriquer, on va donc la convertir. Alors, donc là, je m'arrête sur le rendement. On verra sur le système de conversion, c'est un chapitre un peu plus tard. Je peux déjà juste parler rapidement, et on va revenir sur les rendements. Parler rapidement des énergies primaires qui permettent de, provoquer, de faire cette énergie mécanique. Donc les énergies primaires, on aura donc l'énergie solaire, l'énergie radiative, qui est l'énergie solaire et l'énergie radiative, c'est la même chose souvent. L'énergie nucléaire, l'énergie thermique, chimique. Ok. Alors il faut voir que solaire et chimique va pas générer d'énergie mécanique, d'accord. Ça sera que nucléaire, thermique. Et hydraulique, c'est ça, je savais qu'il manquait. Alors, sous-genre que je répète souvent, hydraulique, ça comprend l'air et l'eau ou tous les fluides. Un fluide, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui n'a pas de forme propre, ok, qui n'a pas de volume défini. Alors, on parlait du rendement. Alors, le rendement, une chose aussi importante, si j'ai une conversion ici, j'ai deux conversions, donc par exemple, je vais avoir P1, P2, P3, donc dans ce sens-là, hop, hop. Donc ici, j'ai différents éléments, j'ai un élément 1, un élément 2, d'accord. Donc j'aurai un rendement 1, un rendement 2. On a vu donc P3 sur P1, c'est le rendement total. Mais ça sera aussi rendement 1 fois rendement 2, ça faut le savoir. C'est-à-dire que les rendements ils se multiplient. Ça veut dire que lorsque j'ai deux rendements en série, donc à la suite, le rendement le plus petit agira sur le rendement total. Vous avez vu, donc pourquoi? Parce que les rendements, c'est strictement inférieur à 1, et quand je multiplie par un chiffre inférieur à 1, je me mettrai toujours plus petit que le plus petit des chiffres, d'accord. Donc, alors je m'explique, ça veut dire que vaut mieux deux rendements moyens qu'un rendement très bon et un rendement très faible, d'accord. Parce que les deux rendements moyens, bah, ça se mettra au niveau juste en dessous du rendement moyen, alors qu'un rendement très bon et un rendement très faible, bah, je serai en dessous du rendement très faible, d'accord. À cause de cette chose-là, que mon rendement est inférieur. Moralité, bon ouais, pas de moralité. Moralité, des rendements en série, c'est une multiplication. Alors, tout ceci pour expliquer maintenant, on va parler des différentes puissances qui existent. Alors, on a vu dans le cours que la puissance électrique, je le répète, est égale à U fois I. D'accord. Donc U, c'est la tension en volts, I, c'est l'intensité. Bon, vous verrez que c'est pas réellement ça. Pour vous, on va rester U fois I, mais normalement, il y a des phasages qui interviennent, parce qu'il y a des phasages entre la tension et l'intensité lorsqu'on a des mouvements, des courants alternatifs. Bon, mais ça, pour l'instant, grossièrement, on dirait que c'est U fois I. La puissance mécanique. Alors, la puissance mécanique, c'est quoi? Bah, ça va être la puissance de rotation de mon moteur. D'accord. Donc, j'ai expliqué dans les cours qu'une puissance mécanique va dépendre du couple et de sa vitesse angulaire. Ça, c'est la vitesse angulaire. Et ça, c'est le couple. Alors, souvent le couple, j'explique, donc la vitesse angulaire, c'est en radians par seconde. Et le couple, c'est en newton-mètre. Alors, souvent, j'explique le couple, pour les gens qui ne font pas de physique, c'est la force de rotation. D'accord. Vous avez la force de rotation, vous voyez, newton-mètre. C'est le bras de levier, c'est la force qui permet de mettre c'est la force de rotation. Je prends l'exemple d'une voiture. Quand on dit qu'une voiture a beaucoup de couple, c'est une voiture qui au démarrage va générer beaucoup de puissance et va pouvoir démarrer très vite. Ou quelque chose qui peut monter une montagne très pentue, d'accord. Vous êtes d'accord avec moi qu'un Hummer, qui a un gros moteur avec un gros couple, alors qu'il est beaucoup plus lourd qu'une Twingo, va monter facilement une côte très ardue
très pentue, alors qu'une Twingo derrière elle va parce que son couple moteur, c'est ce qu'on parle souvent de couple moteur, est beaucoup plus faible que celui du Hummer. D'accord. Donc le couple, c'est une notion liée à la force de rotation. Plus j'ai une force de rotation, plus le couple sera important. D'accord. Je prends souvent l'exemple d'une roue où on veut dévisser les écrous là. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ou vos parents c'est déjà arrivé. Bah, ils ont leur petite clé ici là, ou leur étoile. Bah, ils ont beau appuyer ici, bah, ça bouge pas. Pourquoi? Bah, parce que le couple que j'exerce avec mon bras de levier est pas important. Bah, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une baramine, hop, on la met dans la clé, on appuie ici avec la même force et ça se dévisse. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir augmenté le bras de levier, on a donc augmenté le couple au niveau de l'axe de rotation, et bah, du coup on peut arriver à dévisser l'écrou. D'accord. Bah, c'est le principe souvent des étoiles, des croix, que vous voyez, les croix comme ça qui servent à dévisser les. Comment ça s'appelle, les écrous, parce que quand on a une étoile, on peut appuyer ici et ici. D'accord. Du coup on met 2 fois plus de force. D'accord. Donc là c'est un peu différent, c'est qu'au lieu d'augmenter le bras, on double la force. Ok. Mais sinon, on aurait pu très bien augmenter le couple en augmentant la distance. Moi, c'est ce que je fais avec ma voiture pourrie. Quand je défais une roue, hop, je mets un tube dans une des clés et bah, j'appuie, ça saute tout seul. Ça tourne tout seul. Donc ça, c'est la notion de couple. Maintenant, on va arriver à la notion de rotation angulaire, de vitesse angulaire. Alors, lorsque je tourne, lorsque je tourne, donc je vais revenir ici avec une rotation, hop, là ici j'ai un point M ici, donc avec une rotation, ici je vais faire un angle, on va appeler θ. Et donc pour faire cet angle θ, je vais mettre une certaine vitesse, d'accord. Et donc on va donc définir une vitesse qui va dépendre de l'angle et en combien de temps j'ai exécuté cet angle, d'accord. C'est pour ça qu'on va dire radian par seconde. Le radian, c'est une unité que vous allez voir en mathématiques qui correspond à 360 degrés. C'est-à-dire que 2 pi radian est égal à 360 degrés. Ok. Donc, la notion de vitesse de rotation, la vitesse angulaire, on la connaît souvent en tours par minute. Par exemple, vous avez une perceuse, vous allez dire, bah, je vais à 3000 tours par minute. Vous allez jamais dire, oh, bah, je fais tant de radians par seconde. Mais l'unité qui sert dans la formule, manque de poids, elle est en radians par seconde. Donc du coup, il va falloir qu'on fasse une conversion. Ben, la conversion elle va être très simple. Parce que si j'ai un n tours par minute, d'accord, ça me fera un n. Un tour, je le fais en 2 pi. 2 pi tours par minute. D'accord. Une minute, c'est combien? C'est 60 secondes. Donc ça fera un n. Ça, c'est en radians par seconde. Ça, c'est radians, je vais marquer. Ça fera un donc n pi sur 30 radians par seconde. Et donc du coup là on a notre n tours par minute égale n pi divisé par 30 radians par seconde. Et là on a notre conversion. C'est-à-dire que si on a quelque chose en tours par minute, on peut le convertir en radians par seconde et du coup après appliquer dans la formule. Voilà. Donc là ici on a fait un rapide rappel des notions à savoir sur l'alternateur. Ah oui, dernière chose. Et donc du coup, comment on va s'écrire notre rendement d'un alternateur? On va prendre les deux formules, hein, c'est pas compliqué. Le rendement de notre alternateur sera quoi? Le rendement de notre alternateur, ça sera quoi? P, donc U fois I, divisé par C fois oméga. Ok, donc les unités, je rappelle, ça c'est en volts, ça c'est en ampères, ça c'est en newton-mètre, et ça c'est donc en radians par seconde. Voilà, donc là j'ai le rendement de mon alternateur. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment fonctionne un alternateur.